de même taille. Et de dire, eh bien, rassemblons-nous, on a les mêmes soucis, et mettons-nous en bloc, et comme ça, on permettra de mieux défendre, évidemment, nos intérêts pour les communes de même dimension, et évidemment, quand on se défend mieux, et on est mieux à l'écoute. Donc voilà, alors, oui, nous aussi à défendre fermement nos valeurs, nos idées, nos projets et les financements associés. Parce que ça, quel que soit le maire futur, eh bien, la métropole, faut pas se dire « Ouais, bah, je sais pas comment ça fonctionnera, puis j'ai dit non, et puis ça vous regarde pas. » Non, non, c'est présent, là, c'est 1er janvier 2016. Il faut y aller, faut pas refuser, il faut y aller positivement, faut se dire « Oui, on va y arriver. » Donc évidemment, conserver la compétence du plus pour ce qui est de ce que je viens de vous expliquer, ben oui, on y va fermement, et on se battra avec l'ensemble des autres communes, mais il n'y a pas de raison non plus qu'on n'ait pas le droit de s'exprimer et de défendre les intérêts. Au niveau de la communauté du Pays d'Aix, eh bien notre souhait, ça serait de rediscuter le plan de déplacement urbain. Oui, parce que le plan de déplacement urbain, aujourd'hui, vous avez une autoroute qui est en train de se construire entre Aix-en-Provence et puis la gare TGV, mais quid? On prévoit 2 fois 2 voies de véhicules, mais il n'y a pas une voie supplémentaire sur chacun des 2 fois 2 voies pour mettre un transport en commun. Alors quel intérêt vous avez à prendre un transport en commun alors que vous savez qu'avec le transport en commun, vous allez retrouver dans les bouchons des autres véhicules? Quel intérêt? Et tout en sachant, et c'est là où ça devient complètement aberrant, c'est que le financement de la communauté du Pays d'Aix par rapport au déplacement, sur l'année dernière, l'enveloppe était de 55 millions d'euros. Ok, c'était de l'argent. Et bien vous savez quoi? Ils en ont dépensé 33. Et le reste, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut vider les comptes, il faut s'en servir pour quelque chose. Voilà. Donc, avec 22 millions, eh bien, vous prenez 1 million d'euros par kilomètre, vous faites la distance entre TGV et Aix-en-Provence, en aller-retour, et les 22 millions d'euros, ils étaient là. Ça aurait été, à mon sens, intéressant pour tout à chacun. Alors aussi, bien, à réouvrir le dossier du schéma de cohérence territoriale de la CPA, qui a été conçu dans l'urgence. Oui, il a été conçu dans l'urgence, j'y suis allé, j'étais pas le seul, il y avait Maurice aussi. On s'est tout de suite rendu compte que c'était même pas la peine de poser des questions. Hein. Terminé, c'est plié, en avant, on ferme. Pourquoi? Pour des raisons purement électoralistes. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Et enfin, eh bien, oui, conserver les spécificités de nos communes pour tempérer, et je le dis bien tempérer, les tentatives d'uniformisation de la métropole. Mais ça, je l'ai dit. Le représentant, donc, nous on s'engage, que le représentant de la représentant communautaire de la liste de Joug Dynamique Citoyenne siégera assidûment à la CPA, puis à la métropole, et s'opposera au tout centralisme. Oui, évidemment. Donc, et bien sûr, et à la concentration, puisque le centralisme, c'est bien haut, il faut faire attention aussi à la concentration des finances sur les grandes villes. Parce que plus on est haut, plus on a tendance à mettre la main sur les finances. Et Joucle, Pérol, Mérargues, Vauvenargues, et j'en passe d'autres, on existe, hein. On est dedans, on existe. On a le droit de se défendre. On a le droit aussi d'avoir des finances et des soutiens. Parce qu'on cotise. Et donc, évidemment, pour terminer, vous l'aurez constaté, l'enjeu est de taille. Oui, l'enjeu, il est de taille parce qu'il faut rattraper le retard de ces 10 dernières années. Oui, j'aurais peut-être tendance, avec un peu d'humour, de dire c'est 13, mais je ne sais pas si l'humour est acceptable. Se projeter à 10 ans, oui, évidemment. Gérer une commune, c'est anticiper. Oui, c'est anticiper. C'est ce que nous voulons faire avec votre participation. Oui, vous l'avez constaté. Il est temps, chers concitoyens, chères concitoyennes, de rassembler pour préparer l'avenir. Oui, il est temps d'impulser un souffle nouveau à notre commune. Oui, il est temps de voter pour un changement serein. Oui, il vous appartient maintenant de confier votre voix à la liste Joug Dynamique Citoyenne. Donc, le jeu des questions-réponses. Alors, oui, monsieur. Je me permets de faire l'ouverture. Je suis né à Jouques il y a 70 ans. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion. Tout paraît facile. Jouques va enfin vivre. Vous avez présenté quelques chiffres, ça me paraît un peu brouillon.
excusez-moi, je l'ai noté parce que c'est très important. Ça vibre très fort en moi. Il n'y a pas de calendrier. Rien ne me persuade sur votre affirmation. Pas d'augmentation des impôts. Je suis retraité, je suis très sensible. Je vous remercie de m'avoir écouté. De rien, merci monsieur, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion. Et on l'accepte largement. Il faut accepter la différence, et puis peut-être aussi qu'il y a certaines choses qui nécessiteraient de l'explication. Vous comprendrez bien qu'on peut peut-être répondre à certaines parties de vos questions, évidemment. Je comprends votre inquiétude aussi, au-delà de la comprendre, je l'aperçois. Mais puisque vous ne sollicitez pas de réponse, eh bien, je dirais, écoutez, venez en parler ultérieurement, et puis on prendra le temps de discuter de l'histoire du phasage et de l'augmentation des impôts locaux. Pour l'instant, je suis sur l'expectative que je tiens à l'exprimer, c'est très émouvant pour moi. Non, mais je comprends. Je comprends au niveau du phasage. Bon, si vous voulez, au niveau du phasage, moi, je peux vous répondre, puisqu'on a fait une étude de phasage. Vous comprenez bien quand même, on a parlé de choses sérieuses. Je ne dis pas que le phasage n'en est pas un, mais au niveau du phasage. Je vais prendre un exemple. Là, il y a un programme qui vient de passer, là, Jour de venir, où ils annoncent fin des travaux 2016. On est, il me semble, mars 2014. Vous êtes bien d'accord? Et fin des travaux, ça concerne une salle omnisport. Vous êtes bien d'accord? Donc fin 2016, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, allez, 28 mois. 28 mois. Monsieur, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'en 28 mois, quand vous avez un PLU qui n'est pas adapté à la réponse à ce besoin-là, c'est faisable? Je vous réponds globalement non. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, étant donné qu'on propose un gymnase, on a regardé le phasage nécessaire à la mise en place, justement, d'un gymnase, par exemple. Ça peut être autre chose. Sur un gymnase, à partir du moment où il n'a pas été défini dans un PLU, eh bien vous faites une modification du PLU. Pour faire une modification du PLU, à part que la loi ne soit pas vraie pour tout le monde, mais globalement, j'espère qu'elle l'est, c'est entre 18 mois et 2 ans. D'accord? Parce que si vous faites une modification du PLU, j'espère que vous allez avoir assez de raisonnement pour pouvoir faire une modification du PLU sur d'autres points, et pas le faire à chaque fois que vous avez une modification. Donc dans 2 ans, moi je vous réponds, dans 2 ans, on fera globalement, oui, la modification du PLU. En parallèle, qu'est-ce que l'on fera? Eh bien, inévitablement, on mettra en place les consultations pour que cette modification aboutisse à une modification réaliste. Et dans 2 ans, on pourra commencer à dire, voilà, tout est en place, on en a discuté, on a échangé, et donc, inévitablement, eh bien, on peut se lancer. Donc, pour ce qui nous concerne vis-à-vis de ce que vous avez vu là, et je l'ai dit, hein, c'est pas demain. Je pense que globalement, un gymnase, ça dépend de ce que vous faites comme volume de gymnase, ce que vous voulez lui faire, quelle est la surface. Mais on peut penser que 2018, 2019 sont quelque chose de raisonnable, d'étudier et de viable financièrement. Pas n'importe comment. Je ne remets pas tout en question, mais je dis simplement, voilà, au niveau du phasage. Après, au niveau du financement, si vous voulez, je peux vous montrer en détail, mais je suis désolé, j'ai une dizaine de slides qui montrent justement la possibilité, comment ça se finance sur l'outil, là, et un gymnase, c'est 3,9 millions d'euros. Oh, oui, parce que c'est 2200 mètres carrés, minimum, et c'est 1700 € le mètre carré en moyenne. Parce que moi, je vais vous poser une question. Quand vous faites 2,2 fois 1,7, vous trouvez le résultat, d'accord? Mais inévitablement, qu'est-ce que vous faites dedans? Quel appareil de sécurité? Ça dépend des matériaux que vous mettez. Ça dépend ce que vous avez envie qu'il soit énergiquement fait. Je vais poser une question à l'inverse. Il y a un bâtiment là qui est en train de se construire. D'ailleurs, on cherche toujours le permis de construire. Enfin, l'affichage officiel, comme quoi il y a une construction qui se fait, qui fait 150 mètres carrés. 490 000 €. 150 mètres carrés. 490 000 €. C'est un équipement de la commune. Vous trouvez que c'est raisonnable, 150 mètres carrés, 490 000 €? Je n'ai pas les proportions. Bon.
Eh bien, c'est simplement des réponses. C'est-à-dire que non, on n'est pas des huluberlus, non, on essaye de mettre des choses en place, on ne dit pas qu'on sait tout, loin de là, on reste humble, et c'est pour ça qu'on ouvre la démocratie participative. Dans un autre esprit, et après je laisse la place, je monopolisais du tout. La mini-turbine, vous avez dit que ça représentait l'alimentation de 40 lampadaires. Ça représente combien d'années d'amortissement? Alors, une turbine, attention. La turbine qu'on vous parle... Oui, vas-y Maurice. C'est mieux quand on a un grand spécialiste. Oui. La turbine, pour l'instant, c'est une simple évaluation. Ça demande une étude approfondie. Et j'ai commencé à faire des recherches. Il faut aller voir quel est le débit moyen du réal et qui pourrait être utilisé, comme je vous ai dit, en gardant une partie de l'eau pour le fonctionnement de la rivière, les poissons, etc. Et donc, ça, c'est un chiffre lancé comme ça. C'est pas le chiffre définitif. Donc, ça sera peut-être plus. Hein, il faut faire une étude approfondie et après voir quel type de turbine on y met. Et après, ça aussi, c'est un projet qui sera soumis à la population. On ne va pas le faire de manière autoritaire. Voilà. Donc peut-être que ça sera une puissance plus importante, parce qu'actuellement, il existe des turbines qui sont tout à fait adaptées, qui sont faites sur mesure en fonction du débit et en fonction de la durée pendant laquelle la turbine peut être utilisée. Voilà. Et sur la turbine, après, monsieur, il y a d'autres questions, d'autres personnes qui posent des questions. Voilà. Oui. Non, je vais vous répondre. Le retour sur investissement d'un type de turbine comme ça, il est assez simple. Alors, ça dépend du type de turbine. C'est comme le type de gymnase, inévitablement. Les types de turbines de 10 kWh, ce sont des turbines que vous achetez, entre guillemets, je vais dire sur étagère, c'est un peu exagéré, mais c'est pas loin, que vous trouvez, vous faites turbine hydraulique sur Internet, vous regardez les prix. Et globalement, il faut à peu près 4 ans pour ce type de turbine. 4 à 5 ans pour ce type de turbine. Quand on a besoin d'un ensemble de lampadaires tel qu'il y a sur Jouques, c'est-à-dire qu'on n'est plus à 40 lampadaires, hein, on est peut-être à multiplier par 3, 4, 5. Et donc inévitablement, il faut multiplier la puissance de la turbine. Donc l'investissement, le retour sur investissement de ce type de turbine, c'est entre 10 et 12 ans. Voilà. Donc ça dépend, c'est toujours pareil, c'est un effet d'échelle. Donc, je vous ai donné une réponse, la plus basse. Il y a une autre réponse qui est la plus importante. Et évidemment, l'investissement qui concerne l'un ou l'autre sont à la même hauteur. D'où la différence de retour, enfin, le temps de retour sur investissement. Très bien. Oui, monsieur. Oh, pardon. Oui, pardon, excusez-nous. Oui. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, le projet est ambitieux et il faut le temps d'en discuter, de démocratie participative, etc. Et il y a aussi pour un sujet qui me concerne tout particulièrement, le rythme scolaire, où là on est face à des échéances qui sont extrêmement courtes. Ce qui veut dire qu'il faut, j'imagine qu'il y a un autre mode de prévu, un mode d'urgence qui permettrait d'arriver à une situation acceptable l'année prochaine. Et j'aurais voulu savoir un petit peu quelle était votre vision de la situation pour le primaire ainsi que pour la maternelle, qui semble être le parent pauvre. Donc, je vous remercie de votre question. Évidemment, votre question, comme vous avez pu le constater, elle nous pose, elle nous interpelle et on souhaite y répondre. C'est pas obligatoirement très simple, comme j'ai pu l'expliquer. Bon, avant tout, aujourd'hui, il y a une équipe municipale en place qui a établi un calendrier avec un échéancier pour la rentrée de 2014. Et si nous sommes élus donc le 23 mars, puisque n'oubliez pas, pour ces élections municipales, il n'y aura qu'un tour. Il y aura 2 tours si et uniquement si il n'y a pas 50% des personnes qui se sont exprimées. Donc, c'est pas le 30 avril, il faudra dire, le 30 mars, il faudra dire je viens voter. Non. Donc, pour finir ça, ça veut dire, nous, ce que l'on s'est dit, alors c'est toujours facile, c'est des paroles, l'une de nos priorités, mais la grande priorité pour ce qui nous concerne au niveau des rythmes scolaires,
c'est dès le 24 mars s'en occuper. On a déjà travaillé, on a déjà rencontré des associations, on a rencontré aussi des parents d'élèves, et dans ce cadre-là, on a des idées. Il va nous paraître difficile, en toute honnêteté, que le 1er septembre 2014, on ait tout renversé un système qui est déjà mis en place et qui a été discuté avec l'inspecteur d'académie. Ça, c'est sincère. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, on va s'endormir. Et ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, on ne va pas être force de proposition au fur et à mesure de cette montée en puissance, inévitablement, et aussi de cette prise en compte des informations que des spécialistes pourront nous communiquer et des moyens associés. Je pense qu'une tripartie parents d'élèves, commune, État, et évidemment associé au monde associatif ou une délégation de services publics, peut répondre assez rapidement à cela, si et uniquement si tout le monde, et comme je le disais, a cette envie positive de s'en sortir par le haut. L'objectif, c'est de s'en sortir par le haut, c'est pas de se taper la tête dedans, hein. Ça sert à rien. Sinon, c'est pas la peine de prendre des responsabilités ou alors de dire à demain. Non, non. L'objectif, c'est de le prendre à bras le corps et de le traiter. J'ai pas de réponse faire en vous disant ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Ça serait à l'inverse de ce que je viens d'afficher. Puisque pour pouvoir faire quelque chose de bien, il faut avoir au moins consulté ces trois parties. Voilà. J'espère que j'ai répondu à une bonne partie de votre question. Et les enseignants, enfin les professeurs d'école, excusez-moi. Et les ATSEM aussi. Oui. Alors, moi. Moi, je peux m'exprimer en complémentarité avec la question de monsieur, parce que je suis également connue sensible aux impôts locaux. J'avais compris dans les projets ambitieux que vous avez développés qu'ils étaient financés à 75%, 50 et 25, soit par des dotations, je veux dire, de l'État, soit par la CPA, donc pas à charge de nos impôts. Rester à charge communale, 25%, en gros, 50% sur d'autres projets, que vous financiez, d'après ce que je crois comprendre, par des réaffectations du budget. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Non. Non. Excusez-moi. Le financement, il est marqué, c'est l'avant-dernière ligne, à gauche, c'est la vente des terrains, la part communale. Donc c'est pour ça qu'on peut, dans ce cadre-là, parce que le PLU existant, aujourd'hui, il va y avoir de la vente de terrain communale ou pas? Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une possibilité de vente de terrain communal qui permettrait d'être financé. Et nous, notre objectif, si on fait une révision du PLU, et puis ce qu'on le propose pour le gymnase, ça veut dire qu'inévitablement on intégrera les problématiques de logement, hein, c'est-à-dire essayer aussi de répondre à du logement un peu plus centralisé. Non, c'est pas ça, je me suis mal exprimée. On vendra ce terrain-là, donc on aura ces terrains-là, donc on aura du financement. C'est ça. Par le financement je veux dire que je vous ai dit, les budgets, je me suis trompée. Dans mon esprit, c'était effectivement le financement que vous alliez avoir par la révision du PLU par rapport aux ventes des terrains que vous allez donc équilibrer les budgets. Donc ce qui vous permettait de ne pas augmenter les impôts. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, comme ça, dans ce système-là. En fait, ce que vous avez entendu, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation Voilà, des c'est impôts, la part communale. Oui. Mais les impôts locaux, ce n'est pas que la part Ah non, mais communale. bien sûr, bien sûr. Non, mais je parlais des projets. Oui, oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, ça a fait peut-être partie, vous voyez, c'est affiché. Alors, bien sûr, vous pouvez remettre en compte les chiffres, on peut remettre en cause tout, évidemment. Mais globalement, vis-à-vis de l'ensemble des 26 personnes qui sont avec moi, eh bien, je ne peux pas vous garantir qu'évidemment, c'est pile poil ça vis-à-vis du temps qui va s'écouler. Évidemment, ça serait vous mentir. Non, ce que je peux vous garantir, c'est qu'aujourd'hui, en prenant une marge sur le prix initial, eh bien, les 8,7 millions d'euros, dans 2 ou 3 ou 4 ans, alors après, ça dépend comment évolue l'euro, s'il n'y a pas de crise financière et tout. Ok, le monde financier n'appartient pas à Jouk. Hein, il appartient à doit être assez flou. Mais aujourd'hui, dans les constitutions de vie d'aujourd'hui, avec un euro qui évolue tel qu'il évolue aujourd'hui,
Je vous réponds, oui, voilà, c'est pris. Et ça, c'est en toute honnêteté. Oui, monsieur. Votre information, est-ce que le bulletin municipal sera distribué partout? Ou est-ce qu'il faudra aller le chercher encore pour avoir des informations, hein, pas seulement de la mairie, mais sinon aller devant le panneau d'affichage, ne serait-ce que par exemple pour la révision du PLU? Oui. Alors, bon, évidemment, bon, il y a des moyens informatiques aujourd'hui qui permettraient, simplement en s'inscrivant à une newsletter, hein, de recevoir InfoJoug chez soi sans se déplacer. Ça, c'est une première réponse. Et ce qui éviterait évidemment de fabriquer trop d'InfoJoug qui resteraient dans des lieux non utilisés et de diminuer ce coût-là. Ça, c'est OK. Alors, ça revient sur le chapitre de la communication, évidemment. Donc là, j'aurais bien envie de laisser la main à Liselotte, ou à Evelyne d'ailleurs. Oui. Oui. Ça permet. Oui, moi je peux répondre en termes de réflexion globale sur la communication qu'on a eu à plusieurs au sein du groupe. On a réfléchi en termes de communication interne au village et externe au village. Et interne au village, on a parlé de l'InfoJoug d'ailleurs en disant qu'il fallait absolument introduire la vie économique, les acteurs économiques dans l'InfoJoug, parce qu'il manque, c'est dommage, ça pourrait être une forme de soutien à l'activité économique. Et, pour aller dans le sens de ce que vous dites, avoir en fait une information active et non pas passive. Que les gens ne soient pas obligés d'aller chercher l'information, mais qu'on aille vers les gens pour leur donner l'information. Et ça, comme disait Fabrice à l'instant, il y a des listes emailing, il y a des emailing aujourd'hui qui fonctionnent très bien pour informer les gens sur des points spécifiques ou sur une information plus globale concernant eux. Il y a la possibilité aujourd'hui aussi sur les smartphones, pour ceux qui en ont, d'avoir des applications qui sont très performantes et rapides d'utilisation. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, toutes les personnes qui n'ont pas Internet, toutes les personnes qui ont besoin de support écrit. Et de ces personnes-là, on a même une réflexion sur l'importance, finalement, de les aider à avoir accès à ces technologies de l'information et de la communication. Mettre plus à disposition des moniteurs, enfin tout simplement des outils informatiques, les former à l'utilisation aussi de ces outils. Donc ça, c'est tout ce qui est communication interne. Et rapidement sur la communication externe, on a eu une réflexion aussi sur comment mieux se coordonner pour mutualiser nos moyens avec les communes voisines. Je donne un exemple tout bête, mais sur Pérols, il y a une activité culturelle exceptionnelle. Souvent, il manque énormément de gens dans les salles, c'est dommage. Ce serait bien que Joug bénéficie peut-être de façon plus active d'outils d'information sur ce qui se passe ailleurs. Il y a d'autres façons aussi comme ça, avec des jouglages par exemple, de développer la communication externe vers d'autres endroits, d'autres cultures. Voilà, j'espère avoir répondu en partie. Oui, Bonsoir tout le monde, j'habite près de l'église Saint-Pierre. Moi je voulais parler d'une chose qui est importante pour les gens qui vont travailler ailleurs. Sur Joug, il y a énormément de gens qui vont travailler sur les milles pour aller de... Moi je n'y vais pas, mais je parle pour des connaissances. Pour aller de Joug au Mille, on met 1 heure, ce qui est incroyable parce que c'est 20 minutes normalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de mettre des bus, des minibus qui partent par exemple de Joug ou de Riance, qui font un ramassage sur 2-3 communes et après qui vont direct ce parc d'activité pour que les gens ne prennent plus leur voiture et qu'ils ne passent pas 1 heure dans les trajets, surtout que ce sont des gens qui se lèvent très tôt pour éviter les bouchons, qui pourraient partir à la même heure. Et au lieu de financer l'essence et de nous produire le nez, eh ben, ils financeraient ces minibus et comme ça, ils seraient en 20 minutes ou une demi-heure sur leur trajet, sur leur lieu de travail. Ça, c'est une chose. Et autre chose, j'en profite, je vais vite. Autre chose, je trouve, enfin moi j'habite Joug depuis 11 ans. J'ai choisi Joug parce que je trouve que c'est un lieu magnifique, où on est bien, où on vit bien, mais c'est un lieu qui est un peu oublié de tous.
Et donc, pour faire vivre les commerces, pour faire que les commerces restent ouverts tout le temps, pas comme dans d'autres communes où quand on se balade l'après-midi, tout est fermé et c'est tristounet. Pour faire vivre nos commerces, pour créer de l'emploi dans Jouques, parce que quand on dit vivre les commerces, ça veut dire ouvrir d'autres petits commerces près de chez nous, où on puisse faire nos courses, ou nos petites courses, même si c'est des petites choses, mais ça fait vivre notre lieu de vie. En fait, je trouve qu'il faudrait animer notre village par des choses intéressantes, culturelles, qui fassent venir des gens qui poussent notre village vers le haut, pas simplement qu'avec des brocantes, des choses cinéma, lecture, expo, etc. Mais de faire parler de ces événements ailleurs que dans notre petit village et qu'on reste complètement enfermé entre nous, quoi. Bien sûr. Alors, évidemment, première question, je vais vous répondre. Je connais ce problème, même si je bosse de l'autre côté, il m'arrive quand même d'aller travailler aussi par là. C'est pas un problème de type de transport. C'est pas un problème de type de transport, c'est un problème de largeur de route. Quand je vous explique, c'est ce que je vous ai expliqué sur l'autoroute tout à l'heure, sur l'autoroute qui fait Aix, le TGV. Si vous avez, aujourd'hui, si vous n'avez pas de voie pour le bus, adapté et ouvert au bus, eh bien, vous pouvez mettre un bus là-dedans, il ira à la même vitesse que les voitures. Donc, pour aller à Vitrolles ou au Mille, en partant de Jouques, la solution, ça serait de rajouter une voie pour les bus. Oui. Et là, tout l'intérêt serait que, inévitablement, si le bus il est prioritaire partout, et s'il a l'accessibilité, il double les voitures, vous allez voir que vite les gens vont se dire « je vais prendre le bus ». Et donc, au lieu d'avoir 60 voitures, parce qu'on va dire qu'une personne par voiture, et 60, pourquoi? Parce que le bus, c'est à peu près cette capacité-là, 52, 54, enfin globalement. Là, vous dites, je vais prendre le bus. Et donc, vous diminuez eh bien, tout ce qui est pollution, temps, stress, retard, et qui ont inévitablement un impact sur votre vie de famille. Donc ça, oui. Et ça, nous, notre intérêt, c'est de dire, oui, au niveau de la communauté du Pays d'Aix, aujourd'hui, mais au niveau de la métropole, demain. Mais quand on voit déjà les problématiques de liaison entre Marseille et Aix, avant que ça remonte sur une problématique de liaison de Jouques à Aix, toutefois il y a une solution. Ça serait le train. À Mérard. Oui. Ça peut être intéressant, ça peut peut-être être fait, et ça nécessiterait évidemment un investissement et une volonté de l'État. Puisque la SNCF... Faut pas être lié à des horaires, parce que là, c'est prendre le mulet, ça va plus vite. Hein. C'est ce que je vous expliquais sur le plan de déplacement urbain, les 11 régies et la problématique de la gestion entre chacun des entités. Aujourd'hui, quand il y a une voie SNCF en place, et c'est cette discussion-là qui ont toujours Marseille et la communauté du Pays d'Aix, c'est d'essayer de mettre, excusez-moi, mais de mettre en place un style de RER, si vous préférez, qui permettrait d'assurer ça. Alors, évidemment, les navettes, elles pourraient être augmentées entre Manosque et Aix, et de permettre, évidemment, de mettre en place un moyen adapté, et qui répondrait localement, qu'on s'entende, sur la zone nord-est du département, à ce que vous venez d'exprimer. Vous savez que sur Pertuis, il y a des bus qui partent directement de Pertuis, et qui vont sur la zone des Milles. Hein. Oui. Bon, et pour répondre à votre deuxième question, qui concernait les animations locales, voilà ce qu'on a pensé, mais au-delà de le penser, c'est qu'on a regardé aussi si c'était possible de le faire ou pas, et comme vous avez pu le remarquer, il y a Clotilde de Montardy qui aurait en charge, en tant qu'adjointe, un comité des fêtes. Ça veut dire que déjà, on l'a pensé. C'est-à-dire que ça, c'est pas des activités, on va dire, ouais, c'est aux associations de le faire. Non, parce qu'une municipalité, elle ne doit pas s'insérer dans la vie associative. Elle doit l'aider, mais elle ne doit pas s'insérer, parce que l'association, c'est une loi 1901. Et donc, aucunement, il faut s'immiscer ou s'insérer là-dedans.
Là, la mise en place de la part d'une commune d'un comité des fêtes, actif, vivant, dont une adjointe en aurait la responsabilité, et évidemment dans lequel on viendrait solliciter le monde associatif ou les citoyens qui voudraient participer à la réalisation de choses comme ça, ah bien oui, on est preneur. Mais oui, gardons cette dynamique positive. Trouvons des solutions, mettons les moyens, pas que des finances, c'est du temps, et on peut réaliser des choses. Oui, un cinéma de plein air dans le Grand Pré, ça peut être tout à fait sympa et gratuit à la bonne période. Oui, je pense que c'est pas énormément difficile quand on sait que la régie du matériel se trouve à 30 ou 40 km d'ici. Voilà. Ce que je vous propose, parce qu'il commence à se faire tard, il est 21h, bon, on a commencé à 19h, ça fait, non, exactement 2h15 qu'on est là en train de discuter. Je vous remercie, et au nom de l'équipe de Joug Dynamique Citoyenne, de nous avoir entendus. Évidemment, nous sommes prêts à discuter avec vous. Vous pouvez aller voir notre blog où il va y avoir de nouvelles informations de communiquer. Certainement, l'ensemble de la présentation qui a été faite ce soir. Et écoutez, si vous voulez, on se retrouve devant un petit vin d'honneur et on continue la discussion de tête à tête. Merci et bonne soirée à vous.